Bienvenue à toutes et tous. Donc, je rappelle le thème d'aujourd'hui, enfin de cette conférence. Le sport adapté, le sport pour se dépasser. La question du dépassement, elle va être illustrée par nos deux athlètes. Merci encore à eux de s'être rendus dispo pour nous parler de leur expérience. Puis évidemment, il y a Jason que je peux proposer. Tu peux venir, Jason, effectivement. Donc, Jason qui est également un jeune champion de l'IME. Le colibri, je crois aussi, non? Non, Commercy du coup, peut-être. 25 cours, ok, 25 cours. Tennis. Donc Jason Perrodin est champion de France sur 2 années consécutives en tennis CD et il est de l'IME de Vassincourt. Voilà, merci. BC, ce qui veut dire catégorie en sport adapté, on va y venir. Donc du coup, on va peut-être démarrer cette conférence par ce qui a motivé en fait ces jeunes-là à s'orienter vers le haut niveau. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus les champions qu'ils sont devenus? Comment ça a débuté et comment ils se sont vus évoluer et progresser de jour en jour. Alors, celui qui se sent le plus à l'aise peut démarrer et se dire comment il a pris goût à la haute compétition et comment ça s'est déclenché d'un coup, ou peut-être pas d'ailleurs. Moi j'ai pris goût à la natation en regardant les autres en fait. Quand j'allais à la piscine avec les autres, ça me donnait envie de nager comme eux. Puis après, j'ai rencontré un autre tardi, il m'a entraîné. Avant la natation, c'est moi qui t'ai emmené à la natation. Ouais. Alors Arnaud dit, effectivement, c'est Arnaud qui a proposé à Logan d'aller nager, c'est ça? C'est comme ça que ça s'est passé? C'est moi qui lui ai proposé d'aller à la piscine. Et en fait, il y a pris goût et la passion ne l'a pas quitté. Voilà. Et donc au départ, Logan, tu regardes les autres, tu te dis c'est pas mal ce qu'ils font et vas-y, prends le micro. Et puis comment ça s'est passé après Après, j'ai voulu m'entraîner comme eux, savoir flotter, nager et faire de la compétition. Tu savais nager en démarrant l'activité? Pas du tout. Ok. Je savais pas faire 25 mètres. Et maintenant, je peux les enchaîner les longueurs. On voit ça, effectivement. Jackson, comment ça s'est passé pour toi la première fois? Alors moi ça s'est très bien passé. Alors moi j'ai commencé la natation à 9 ans. J'ai appris à nager à 9 ans et demi. Au début c'était très compliqué de nager parce que j'avais très peur de l'eau en fait. Et Arnaud m'a appris à nager. Et c'est comme ça que je suis à cet niveau. Et voilà. Tu as quel âge? Tu as commencé à 9 ans et maintenant? Alors là j'ai 15 ans. D'accord. On va dérouler un petit peu les étapes qui vous ont amené au plus haut niveau. Puis il y a donc Jason qui est champion aussi. Alors Jason, comment tu as commencé le sport comme ça? Quand j'étais petit, j'ai toujours animé le sport, moi. Avant, j'ai faisais du foot. Et puis tu as décidé de changer de sport d'un coup, puis de tester. Tennis. Ouais, tennis, ça t'a plu? Essayé le tennis un peu. Ça t'a plu tout de suite? Oui. Et après, tu as continué à vouloir en faire plus. Alors, Oui. on va y venir justement sur ce qui vous motive au jour le jour pour progresser. Donc effectivement, puis après on reposera le cadre. Alors je reprofite pour présenter un peu tous les acteurs qui sont à nos côtés. Merci à eux. Donc il y a Arnaud Tardy, qui est l'éducateur qui les a un petit peu initiés, notamment sur la natation. Il y a Colette Ferron-Grenouillot, qui est la présidente du comité sport adapté de Meuse. Et puis il y a Paul Caillé, donc, qui est le référent Grand Est du comité paralympique et sportif français. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? On va y venir, mais Arnaud aussi pourra s'exprimer. Mais qu'est-ce que ça vous apporte tous les jours? Le sport dans votre vie, c'est quoi? C'est indispensable? Tu veux parler? Moi, le sport, ça m'apporte beaucoup de bien, du plaisir. Et puis, je m'évanouis dans ce que je fais. Épanoui. On a compris. Épanoui. Et puis ouais, ça fait du bien de faire du sport. Jason, c'est une passion maintenant? Oui, c'est une passion. Tu te verrais pas ne plus en faire? Non, je vais continuer, j'aime bien le sport.
Et Jackson, pardon. Jackson, excuse-moi. Alors, moi, la natation, ça me sert d'oublier mes problèmes. Et puis, ça me sert aussi de me viser des objectifs. Et puis, voilà, quoi. Alors, les objectifs, on va y venir. C'est super important ce que tu dis. Et, ça, c'est sûr. Et Arnaud, du coup, le rythme pour eux, en tout cas en natation, c'est combien d'heures par semaine? Alors, le rythme, c'est un entraînement quotidien. Ouais. Aujourd'hui, Logan et Jackson sont intégrés aussi au club de natation de la ville de Verdun. Donc ils ont des entraînements avec moi, avec Vincent Douls, l'entraîneur de Verdun. Donc voilà, c'est pour faire du haut niveau, en fait, il faut s'entraîner tous les jours. Ce lien, alors la fréquence, on va s'y attarder un petit peu, mais ce lien avec le club, il a été tout de suite mis en place? Le lien avec le club, il a mis du temps à s'installer, parce qu'au départ, en fait... des jeunes qui sont en situation de handicap, c'est compliqué de les intégrer en milieu ordinaire. Donc il a fallu prendre son temps et progressivement, en fait, on a mis les conditions en place pour qu'ils s'intègrent au mieux. Aujourd'hui, ils ont une place indispensable en fait dans le club de Verdun et tout le monde est très fier d'eux. Voilà. J'imagine bien. Alors on peut peut-être, avant de partir sur les objectifs, parce qu'on va y aller comme ça, vos débuts, comment ça s'est installé dans votre vie du quotidien, dans les clubs. Et puis maintenant, après, on ira parler de ce qui intéresse aussi le sujet du jour, c'est vos médailles, quoi, vos titres. Je pense que ça vous motive particulièrement. Mais sur l'approche club et structure, donc effectivement l'IME de Thierville, l'IME de Vincencourt et les clubs. Environnant, comment ça se passe, Colette, pour faciliter ce lien avec les clubs? Pour faciliter le lien avec les clubs, il est vrai qu'il a fallu, comme le disait Arnaud, beaucoup de pédagogie parce que il y a 10 ans en arrière, quand on a commencé à parler du sport adapté en milieu ordinaire, on passait un petit peu pour des martiens. Pardon ? Non, c'était pas du tout évident. Il a fallu expliquer que effectivement, les personnes en situation de handicap étaient capables, comme des sportifs lambda, des plus belles choses. Seulement, ça mettait un petit peu plus de temps, d'où sport adapté. Ça veut dire qu'on est obligé d'adapter et les règlements et je dirais les entraînements parce qu'on a affaire à des personnes en situation de handicap, que ce n'est pas toujours facile, ni pour les coachs, ni pour les sportifs, de s'impliquer aussi vite qu'un sportif, je dirais, lambda. Je dirais pas normal, parce que y a un jeune de chez nous qui a dit, quand il était dans un club normal, il dit « Moi, j'ai l'impression que c'est eux qui sont handicapés parce qu'ils n'ont rien compris de ce que j'étais. » Donc, vous voyez, il y a encore du chemin à faire. Et je pense que nos sportifs, par les valeurs qu'ils développent en étant sportifs de haut niveau, et aussi par les coachs qui s'impliquent au quotidien, eh bien, on arrive à désamorcer un petit peu ces craintes que le public peut avoir vis-à-vis de nos sportifs. Voilà. C'est intéressant. Et comment on travaille cet accueil dans les clubs? Je pose la question peut-être plutôt à Paul, s'il peut me répondre, à l'échelle de la région. Comment les choses se mettent en place pour favoriser cet accueil des publics en situation de handicap dans les clubs classiques? Bonjour à toutes et à tous. À l'heure actuelle, c'est toujours aussi complexe de travailler à cet accueil, déjà parce qu'on a encore du mal de systématiser la pratique au sein du médico-social. C'est pas facile pour les établissements. La compétence sport n'est arrivée que de façon officielle en 2022 avec la loi de démocratisation du sport qui a intégré l'accompagnement des usagers bénéficiaires par le médico-social, voilà, avec la création de référents sport. Le décret n'est toujours pas sorti, en tout cas on a du mal à le voir venir. Il y a des 30 minutes d'APQ qui ont été annoncées sur l'APQ. Activité physique quotidienne. Et en tout cas, on voit que la loi, en tout cas, on légifère pour justement mettre plus d'activité physique au sein du médico-social et que, in fine, ça va se découler vers le milieu sportif. Mais le milieu sportif n'est pas forcément encore prêt à accueillir parce qu'on a beaucoup de représentations de ce qu'est le handicap, parce que, de façon générale, le milieu associatif à l'heure actuelle est constitué de personnes qui n'ont pas vécu les lois d'inclusion
de 2005, et qu'au final, si elles n'ont pas de connaissance de ce qu'est le handicap par un proche, un ami, ou par volonté de s'y intéresser, souvent elles sont complètement démunies par rapport à la vision et les représentations qu'elles ont du handicap. Et ça se découle dans le nombre de clubs, où on regarde qu'on a très peu de clubs qui sont en mesure d'accueillir, et que la plupart du temps, en fait, ça se fait par des éducateurs physiques et sportifs des établissements qui, eux, au quotidien, sont licenciés dans un club, et ils créent une passerelle avec leur club. Et c'est souvent comme ça que ça émerge. C'est ce qui s'est passé, Arnaud. Vas-y, tu peux en parler. Alors c'est exactement ça en fait. Pour intégrer des jeunes en situation de handicap dans un club, ça passe énormément par l'éducateur qui connaît les référents du club, par sa pratique ou par amitié. Et du coup, le lien est créé. Et donc, le coach du club va prendre un soin particulier à accueillir ces jeunes. Mais sans ça, c'est vraiment très compliqué. Ça, c'est facilitateur, mais j'ai envie de dire, il y a quand même ce que disaient Colette et Paul, il y a un cadre qui est fixé, qui amène à ce que les choses s'organisent, mais il y a du temps aussi à prendre pour que les choses se mettent en place. Ouais. Et effectivement, je repose la question à Jackson, Jason et Logan. La première fois que vous avez fait du sport, c'était en structure, c'était à l'IME, c'était c'était pas en club. Alors oui, ça c'est sûr, c'était pas en club. C'était avec Arnaud, tout ça. Et après, on a commencé à voir les clubs de jour en jour. Et ça se rapprochait petit à petit, en fait, ça se faisait naturellement. Logan aussi En fait, s'ils avaient commencé avec le club, ils n'auraient jamais fait de natation. D'accord. Parce que c'est beaucoup trop dur. Moi, j'ai commencé en faisant du rugby dans un club. Ah oui, d'accord. J'ai fait un an de rugby, puis après, j'ai arrêté. Ça te plaisait pas ? Ouais, ça me saoulait de courir après une balle. Ouais. Et alors, on va y venir aussi à ce choix du sport individuel, notamment pour se voir progresser, de jour en jour, j'imagine, même si c'est long. Et comment Arnaud travaille avec vous pour justement vous amener à atteindre vos objectifs ? Comment vous arrivez à dans le bassin, vous dépasser pour aller chercher le chrono, quoi, presque ? Il y a des objectifs de prévus, donc du coup, ça nous booste à continuer à s'entraîner, à dépasser nos limites et aller chercher l'objectif. Toi, ton objectif, quand tu as commencé à vraiment t'intéresser à la compétition, c'était de battre des records ? C'était ça l'idée ? Personnellement, moi, mon objectif, quand je voyais mes collègues en équipe de France, je voulais être comme eux. Donc du coup, je me suis démerdé pour être en équipe de France. Un jour, j'ai fait une compétition, un championnat de France. L'entraîneur équipe de France, il m'a vu. J'ai fait un stage et puis depuis le temps, je suis en équipe de France. Et là maintenant, autre objectif, c'est de réussir à rester en équipe de France, pas partir et améliorer ses temps. Tu es en équipe de France depuis combien de temps ? Depuis 2018. Ouais, donc ça commence à... En fait, avant eux, on avait d'autres jeunes qui étaient déjà en pôle France. Et eux ont envie de suivre l'exemple. D'accord. Donc ça les a vraiment motivés. Et cette question de l'exemple, moi je réinsiste, Paul l'a dit, souvent ça passe aussi par des expériences. Alors des clubs qu'on connu, qui connaissent, qui avancent vraiment vite sur ces questions-là, d'autres moins. Et est-ce que justement, dans le club d'Arnaud ou dans d'autres clubs, Colette, ces parcours exemplaires, ça incite pas justement à se dire en fait tout est possible, il faut qu'on s'engage pour y aller. Quand nos sportifs ont ramené des médailles par rapport aux championnats de France, aux championnats d'Europe et autres, les clubs classiques ont commencé à se dire à ce moment-là, ça serait intéressant qu'on puisse les intégrer avec nos sportifs lambda. C'est vrai que les efforts qui ont été effectués par nos sportifs pour monter sur les podiums, ça a été aussi le moyen de se faire reconnaître par les clubs classiques. Et c'est valorisant pour un club, non ? D'avoir quand même aussi ces athlètes-là qui sont... Bien sûr que c'est valorisant. Non, mais je trouve que en fait, l'intérêt qu'on a, c'est que les jeunes, ils s'épanouissent certes, mais je trouve que tout le monde est gagnant en fait dans cette histoire-là. Que les clubs, les jeunes ou la structure qui effectivement incite à ce que ces rapprochements-là, je pense que c'est gagnant-gagnant. Ah ben c'est gagnant-gagnant. Mais ce qu'il faudrait dire également aussi, et je profite de l'arrivée de Frédéric Coste, notre président de l'ADAPI de la Meuse, que si il y a 10 ans en arrière, il n'avait pas cru à ce qu'on lui présentait au niveau de nos sportifs n'en seraient pas là aujourd'hui. Donc il faut le remercier très fortement de son soutien incommensurable, qui perdure, parce que sans lui, effectivement, on n'en serait pas arrivé là. Tu es bien d'accord avec moi, Arnaud, hein ?
Ouais. Donc merci Fred de ton soutien, merci de ta présence, parce que ça c'est hyper important pour eux, pour nous. Merci. Et ça tombe bien, parce que je voulais revenir sur ce sujet-là, parce que Paul il l'a exprimé aussi. Dans le médico-social, dans les structures, dans les établissements, les choses se passent, ou pas. Il y a une volonté d'établissement, là, à l'ADAPEI de la Meuse, de travailler en étroite collaboration avec le comité Meuse Sport Adapté pour développer et se fixer des objectifs de structure. Ça se passe comme ça naturellement ou il faut amener des outils? Ça se passe pas. En fait, c'est un, comme souvent dans le milieu du handicap, c'est un objet de personne, de volonté. Si les personnes ont cette volonté et ont leur interlocuteur en face, ça se fait très facilement, ça se fait de façon très fluide et ça permet d'avoir vraiment cette inclusion qui se fait naturellement et on arrive à convaincre au fur et à mesure du temps des nouveaux clubs partenaires, comme c'est le cas à Verdun. Le club de Verdun qui les accueille maintenant sur les créneaux. Oui, c'était de ce club-là que je parlais tout à l'heure. C'était le club sportif qui accueille. De dire que le club peut apporter des créneaux supplémentaires à ces jeunes qui ont besoin de nager quotidiennement. C'est des sportifs de haut niveau, il faut qu'ils puissent pratiquer leur sport tous les jours. Et le milieu associatif sportif est le meilleur exercice de leurs droits, puisque de toute façon, dans tous les cas, c'est une loi de 1975-2005 de faire valoir leurs droits, de pouvoir faire valoir leur volonté de pratiquer du sport dans un club. Donc de développer des clubs inclusifs, c'est effectivement un programme que le CPSF déploie depuis maintenant 1 an et demi sur le territoire, dans le but de sensibiliser en tout cas près de 3000 clubs à l'accueil de personnes en situation de handicap pour pouvoir, après les Jeux, de vraiment créer un héritage des Jeux paralympiques, parce qu'à l'heure actuelle, c'est le seul héritage qu'on pourra peut-être laisser de ces Jeux paralympiques, c'est de se dire que le milieu sportif sera prêt à accueillir un peu plus les parasportifs au quotidien et de leur permettre de vivre leur rêve de sportifs de haut niveau et de compétition. Et sensibiliser et former, y compris les éducateurs dans les clubs qui n'ont pas forcément... Alors, le programme là est sur de la sensibilisation. La formation, ça c'est un autre débat, mais il faudrait effectivement que le handicap ne soit pas une filière adaptée, mais que ce soit inclus dans les filières normales. Mais là, c'est des socles qu'il faut aller au ministère et c'est trop loin de notre pouvoir à l'heure actuelle. Mais effectivement, je pense qu'il faut réfléchir à, si on fait valoir le droit commun, que les professionnels, futurs professionnels et diplômés d'État aient la capacité à encadrer, même s'ils le sont. Leur diplôme à l'heure actuelle leur donne des droits en tout cas pour pouvoir accueillir ce public, mais ils se sentent la plupart du temps un peu démunis parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les préjugés, les représentations, des fois, ils ont des craintes et ils sont un peu perdus et du coup ils préfèrent, par raison de sécurité, ils préfèrent se mettre un peu en retrait et d'attendre le bon moment pour pouvoir... et le bon interlocuteur aussi, comme Arnaud peut l'être, quelqu'un qui va pouvoir venir rassurer le club et créer des passerelles évidentes entre les usagers, le club et les établissements. Je propose d'y venir directement sur Arnaud et sa manière qu'il a d'appréhender le sport au sein de la structure IME Thierville Le Colibri et dans son club. Quelle qualification t'as toi en tant qu'éducateur? Moi j'ai fait une maîtrise en activité physique adaptée à la fac de Nancy et donc j'ai été embauché en fait comme prof de PS, éducateur sportif à l'IME de Thierville il y a 20 ans en fait. Donc ils t'ont positionné tout de suite sur le haut niveau et de préparer des athlètes? Non, pas du tout. J'ai toujours fait déjà quand même globalement le sport pour tous. Le but c'est quand même, s'il n'y a pas que le haut niveau, il faut que chacun puisse bouger. En fait, c'est important pour sa santé, pour son autonomie, pour son bien-être. Donc c'est vrai que depuis quelques années, on s'est un petit peu plus spécialisé sur le haut niveau, sans quand même oublier les autres. J'essaie au maximum quand même de garder les autres avec nous, parce que c'est aussi important de renouveler ces sportifs de haut niveau-là. Donc, on ne peut pas non plus avoir un sportif de haut niveau tous les ans, mais c'est important qu'il y ait d'autres jeunes qui intègrent le groupe d'entraînement. Et justement, sans parler de haut niveau, qu'est-ce que ça vous apporte à vous trois dans votre vie au quotidien, le sport? Dans votre vie, vraiment, est-ce que ça vous a aidé à savoir un peu plus ce que vous voulez, à être un peu plus, entre guillemets, autonome Moi, le sport, ça m'a fait prendre confiance en moi. Beaucoup de bien, soit mentalement que physiquement. Ça m'aide à évacuer le stress et tous ces trucs comme ça. Et en organisation, d'avoir vraiment ça vous aide ça, d'avoir vraiment des plannings et tout, est-ce que ça ça peut nous aider. Ça peut vous aider. Ouais. Jackson, ça t'a aidé toi
Alors moi ça m'a aidé parce que avant j'avais beaucoup de problèmes de comportement et grâce au sport j'ai pu évacuer tout ça et voilà. Et puis voilà. Et puis, alors moi, tu vois, alors je le dis, j'aurais pas imaginé qu'effectivement tu étais quelqu'un d'énergique. Là, on te sent très posé. Donc finalement, c'est impressionnant. Au-delà de ça, en fait, il travaille aussi beaucoup l'autonomie. Enfin, je veux dire, Logan et Jackson, c'est des jeunes qui ont pris l'avion, qui ont été dans différents endroits du monde, qui traversent la France pour faire des compétitions, des stages. Vous imaginez, un jeune, il est à Verdun, dans son petit village, et puis du jour au lendemain, il se retrouve à partir en Italie, en Finlande. Logan est parti en Australie. Ouais, voilà, c'est quand même un beau conte de fées, quoi. Oui, complètement. Ah oui, non, ok. Donc là, je comprends un peu mieux effectivement le choc que ça peut représenter. C'est super. Et toi, Jason, du coup, dans ta vie au quotidien, ça... Moi, ça m'a apporté du stress avant, et là, ça va mieux. Là. Tu peux te concentrer déjà dans le jeu, et puis ça t'aide aussi au quotidien. Oui, c'est ça. Ah, c'est aussi ça le sport, quoi. Ah, c'est super. Très très bien. Donc on parlait aussi tout à l'heure, mais j'aimerais bien y revenir, sur effectivement le regard qu'on peut avoir quand on arrive dans un club. Nous-mêmes, quand on vient dans un nouveau club, on ne connaît pas. Hein, et le regard que les gens portent sur nous. J'ai entendu Colette dire tout à l'heure, les premiers contacts ne sont pas toujours évidents. Tu peux en dire un peu plus sur ça ? Oui, c'est pas évident, parce que de toute manière, jusqu'à il y a pas très très longtemps, une personne en situation de handicap était considérée comme quelqu'un de différent, ce qui est vrai. Mais la différence peut être porteuse, elle est porteuse de tout un tas de choses positives. C'est-à-dire que ce que n'a pas une personne normale, une personne en situation de handicap peut l'avoir, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc le regard doit changer parce que ils sont capables des plus belles choses, et ça surprend toujours. Parce qu'on se dit, bon, une personne qui est en situation de handicap, est-ce qu'elle va être capable de... Oui, non seulement elle est capable de, mais elle est capable de beaucoup plus. On surprotège un peu, c'est ça ? On surprotège un peu, et en plus, quand on les accueille, par exemple, dans un club normal, on les surprotège tellement que ça casse un petit peu l'élan qu'ils peuvent avoir pour eux se dépasser, pour monter, pour aller plus loin. Je pense que de ce côté-là, Arnaud, tu es d'accord avec moi. Hein. Ça dépend des clubs. Oui. En fait, ça dépend des clubs aussi, ça dépend des interlocuteurs. Mais Logan, il avait un petit exemple à donner par rapport au club, en fait. Parce qu'au départ, c'était pas si simple, hein, Logan. Raconte voir un peu. Au tout début, quand je suis rentré en club, c'était pas simple parce que l'entraîneur, il marquait des choses sur le tableau, les entraînements, et c'était compliqué, même par rapport aux nageurs. S'intégrer avec eux et tout, même pour eux, avec nous, c'était compliqué. Au fur et à mesure du temps, ils nous ont appris à nous connaître. Ils ont su qu'on avait des difficultés, donc du coup, ils ont commencé à nous expliquer. Et là, maintenant, ça va mieux. Là, ils nous expliquent le tableau, et puis après, ça va tout seul. Ouais, c'est cool. C'est pour ça que la pédagogie est très très importante et permet effectivement d'avancer. Il ne faut pas prendre les choses comme étant oui. Elles sont comme ça, oui, elles sont comme ça, mais il faut donner les explications qui vont avec, parce qu'on n'est pas tous capables de comprendre à l'instant T, même quand on n'a pas de difficultés particulières. Donc, avec nos sportifs, il faut prendre un tout petit peu plus de temps. Voilà. Prendre le temps, être pédagogue, trouver les bons outils, les bons mots. Et je dirais aussi qu'il ne faut pas se mettre trop de freins. Aujourd'hui, moi j'ai des jeunes qui font du vélo de course. On part faire 50 km sur la route en vélo de course, on est 5-6 jeunes, on fait du VTT sur des singles dans Verdun, sur du haut monde et des chemins très techniques. Au départ, quand j'ai commencé mon métier, j'aurais jamais imaginé que j'aurais des jeunes que je pourrais emmener sur la route, faire du vélo-route, parce qu'ils ont quand même un handicap, les emmener dans des chemins sinueux un petit peu dangereux, mais en fait, je m'aperçois qu'il n'y a aucun problème. Aucun problème ou vraiment pas de stress? Aucun problème. En fait, on y va progressivement. Et j'en discutais justement avec une collègue ce matin, et je pense qu'on se met souvent beaucoup de freins parce qu'il y a cet handicap. Et en fait, je dirais que tout est possible.
Et je reviens encore sur le côté, parce que c'est un peu le sujet de la haute compétition, puis on a des champions, on en profite. Là, dans le club, il y a des gars ou des filles, vous voyez, dans les bassins, et c'est mixte. Mais c'est surtout, est-ce qu'il y a vous avez repéré certains qui étaient vraiment balèzes, que vous avez vraiment envie de rejoindre en disant, bah lui, dans quelques mois, là, je vais le challenger un peu, là. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Moi, j'ai eu l'envie là et j'ai même battu des plus forts que moi. Au début, qui étaient plus forts que moi, et j'ai progressé de jour en jour. Et c'est grâce aux autres qu'on progresse aussi. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Je pense que le point de départ, c'était ça tout à l'heure. Vous disiez, j'ai regardé les copains faire des trucs, ça m'a intéressé, j'y suis allé. Et puis là, maintenant, vous êtes un degré au-dessus et vous continuez d'avoir cet esprit-là de je vais le battre. Je vais le battre, pas pour le battre, mais pour me prouver que je peux faire la même performance, enfin être aussi fort. Ah oui, ouais, c'est pour bien sûr gagner et avoir cet esprit de compète. Alors, question toute simple, parce qu'il faut y venir. Hein. Combien de médailles en tout dans ta carrière, Jackson? Autour du cou? Ah, je saurais plus compter. Plus de 10? Plus, oui. Plus de 20? Plus. Une petite trentaine, on me dit? Ouais, vers une trentaine, quarantaine, vers là, je pense. Logan? Pas loin de la centaine. Centaine? Ouais, à peu près. Et Jason qui démarre? 2 titres déjà? Ouais, 2 titres. 2 titres déjà, donc t'as gardé ton titre, c'est ça ou t'as été... Ouais, j'ai gardé mon titre. Ah, c'est fort. C'est ça aussi l'objectif. Enfin, le but, c'est pas de collectionner, on est d'accord. Mais ça commence à causer. Alors, 100 médailles, 30 médailles sur différentes disciplines en natation? Vous faites plusieurs styles des relais, du dos, de la brasse Oui. Ouais. C'est quoi Bah, moi, j'ai fait champion de France sur 200 crawl, 404 nages. 204 nages. J'ai fait vice-champion de France sur 50 brasses, 50 dos, 100 brasses. Et puis, je ne sais plus, mais plein d'autres courses. Ah, donc ça oblige d'être un peu polyvalent. Donc Arnaud, je pense que les prépare à ça. C'est super important de nager les 4 nages. Ça permet sur chaque compétition qu'ils soient inscrits sur toutes les courses. En principe, ils font 6 courses par compétition. Donc des jeunes comme Logan et Jackson, à chaque fois, ils font 6 médailles. Nous, ça fait 10 ans en fait, qu'on fait de la compétition en natation et à chaque fois qu'on fait une compète, on ramène environ 40 médailles. Donc voilà. Ça représente pas mal de médailles en fait. Il faut partir à l'endroit de la compétition avec un sac vide. Ouais, c'est vrai qu'il y a déjà eu des compétitions en fait où on était presque gêné à la fin en fait parce que c'était presque trop. Non mais vraiment en fait. Et comment elles s'organisent les compétitions alors à l'échelle départementale, régionale et le CPSF il coordonne aussi l'approche Paul les hautes compétitions? Ah bah attends Jackson, comment tu les vis toi ces compétitions là? T'es gêné d'avoir trop de médailles ou tu t'en fiches? Bon, moi je m'en fiche hein. Après j'aime bien quand même avoir des médailles autour du cou. Bon, bien sûr, pas d'argent, pas de bronze, d'or. Voilà. C'est ça. Uniquement. Après, je suis recordman de France sur le papillon, sur le dos. Et voilà, si je ne me trompe pas. Et puis après, j'ai les médailles d'or à côté. Et puis voilà, en moins de 14 ans. C'est fort. C'est bien. C'est super bien même. Comment elles s'organisent les compétitions à l'échelle fédérale, Paul? Toutes les disciplines ont des compétitions sport adaptés représentées? Ouais, est-ce qu'il n'y a que la natation qui a ses épreuves nationales reconnues? Tous les sports sont sport adaptés? La Fédération du sport adapté a gardé en tout cas une grande partie de ses délégations ministérielles. De mémoire, le surf, la voile et peut-être le karaté. Voilà, mais la plupart de toutes les délégations sont au sein de la Fédération du sport adapté. Donc le comité départemental de Meuse et les ligues, en tout cas, gèrent la mise en place des disciplines. Mais après, ça va dépendre aussi de ce que font les jeunes en établissement. Hein. C'est ce que j'allais dire. S'ils nagent tous, il y aura des grosses compétitions de natation. S'ils font d'autres disciplines sportives, ces disciplines seront présentes sur le territoire. C'est la pratique qui guide les compétitions la plupart du temps. C'est aussi le choix des personnes, parce que là, je suis sur une demande très spécifique de créer une section tir à l'arc, parce que bon, il y en a 5 de l'IME de Vassincourt qui veulent absolument
tir à l'arc. Et j'en ai 2 qui m'ont demandé également, et je me tourne vers le président, comment dirais-je, qu'il y ait une section, ce à quoi tu excelles, escrime. Ouais. Donc on n'est pas figé avec une seule ou 2-3 disciplines. C'est en train de bien évoluer. C'est ce qu'on appelle aussi au niveau des personnes l'autodétermination, c'est-à-dire leur choix. L'autodétermination. Concrètement, en quelques mots assez simples, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par là? Ce qu'on entend par là, c'est que c'est la personne qui décide de sa vie, de ses choix, de ce qu'elle veut essentiellement et de ce qu'elle ne veut pas. Donc ça c'est extrêmement important parce que ça permet à la personne de s'exprimer. Et je vois au niveau de l'ADAPI de la Meuse, au niveau du CA, nous avons 3 administrateurs qui sont des personnes en situation de handicap et qui sont extrêmement performants lors des conseils d'administration parce qu'ils viennent avec des demandes bien précises, avec des besoins qui sont exprimés. Donc ça, c'est important pour eux. Et c'est vrai qu'au travers du sport, comme le disait Jackson, Logan et puis Jason, dans la mesure où ils peuvent se dépasser, ils sont capables effectivement de s'exprimer. Il ne faut pas oublier qu'une personne en situation de handicap est avant tout un citoyen. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est sa citoyenneté qui prime avant tout le reste. Chose qu'on a tendance à oublier, ou certains ont tendance à oublier. C'est un citoyen à part entière qui a des envies, qui a des besoins, qui a des exigences, comme tout à chacun. Je trouvais intéressant de revenir sur cette notion-là parce que ce qui vient d'être dit, c'est qu'on peut finalement être champion dans n'importe quel sport avec le comité sport adapté qui permet d'aller chercher des compétitions pour aller obtenir des titres. Alors c'est pas le seul objectif, mais de montrer à chacun que tous les sports peuvent être pratiqués, quoi, et qu'on a le choix. Alors, surtout qu'il y a différentes catégories en sport adapté, donc ça permet à chacun de pouvoir s'exprimer en fait. Les meilleurs niveaux, alors en fait les catégories sont mises en place par rapport à un questionnaire qui évalue le cognitif en fait de la personne. Ouais. Les meilleurs niveaux sont classés CD, ensuite BC et AB. Ah, c'était ça. Donc ça veut dire qu'en fait qu'un jeune qui aurait, par exemple, je vois Enzo, l'année dernière a été champion de France de natation dans la catégorie AB, donc il a été 4 fois champion de France de natation. D'accord. Voilà. Qui n'est pas dans la même catégorie. Il n'est pas dans la même catégorie que Jackson et Logan qui sont en CD. D'accord, ok. Voilà. Ouais, donc ça, c'est des spécificités qu'il n'y a pas dans d'autres sports, si ce n'est peut-être par poids quand on se compare à des disciplines judo, tout ça comme ça. Exactement. Ouais. Et c'est une équité en fait. On cherche l'équité. On cherche l'équité, ouais. Sur le principe du cognitif, en se disant que en fait, la personne qui comprend le mieux peut être la plus performante. Peut être plus performante. Voilà. Bah, écoutez, moi, j'en apprends beaucoup. J'espère que les participants aussi. Moi, j'ai une autre question par rapport au sport dans le projet d'établissement et dans vos vies, à vous trois. Il n'y a pas que le sport, j'imagine. Vous travaillez aussi votre projet professionnel, des choses comme ça. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à jongler entre les deux, votre entraînement, Alors, on a des temps, on a un emploi du temps qui nous explique, par exemple, le matin, tu as sport, l'après-midi, tu as cuisine, et après, ta scolaire, voilà. Tout est bien organisé, c'est confortable. Tout est bien organisé. C'est vrai que des fois, il y a des petits problèmes avec les emplois du temps, mais ça, c'est pas un souci, mais... des fois, on aimerait bien faire plus de sport, mais voilà. Ah, bah, c'est sûr, on peut pas faire du sport. On rigole. Et quand il y a par exemple une grosse compète à préparer, est-ce qu'on vous dit ce coup-ci, oublie la cuisine et un peu le scolaire et on va se faire une journée complète de stage ou n'importe quoi, ça arrive ça? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on fasse... par exemple, on va une journée en plus faire de la natation, voilà quoi. C'est super. Donc c'est super adapté, c'est assez souple. J'ai pas compris. Alors souple, pas toujours en fait, parce que c'est quand même
c'est quand même compliqué des fois d'avoir les jeunes en sport, malgré tout. Il faut quand même aussi... je travaille avec d'autres collègues qui aussi ont des projets avec les jeunes. Donc je ne peux pas non plus faire que du sport. Mais j'aimerais bien, hein. Ça serait beaucoup plus simple. Et tu travailles comment avec tes collègues, justement? Est-ce que les projets... Il y aurait plus de sportifs de haut niveau, en fait. Non, mais comment ça marche avec les collègues, Arnaud? Ça m'intéresse, parce que est-ce que le projet sportif, il vient aussi alimenter leur projet Alors, pour Logan et Jackson, le projet sportif est prioritaire. Donc, en fait, on met d'abord en place l'emploi du temps avec le sport et ensuite, on cale le reste. Parce qu'ils sont au Pôle France et en équipe de France de sport adapté, natation. Je pense que les collègues qui accompagnent aussi Logan et Jackson, ils doivent te dire ah merci quand même, parce qu'avec le sport, ils ont fait quand même... Oui, après, on est en France, en fait, la culture du sport, elle n'est pas dans l'ADN de chacun. Hein, donc, c'est difficile des fois d'expliquer à des gens qui ne font pas du tout de sport que le jeune, tu sais, ça peut lui apporter tellement de choses à ce moment-là, comme ça. Voilà. On est en France, en fait. La France, ça reste encore un pays où le sport, ça passe toujours après. Mais c'est vrai que c'est sûr que c'est des mentalités. Voilà. Et est-ce que vous êtes est-ce qu'ils sont en entreprise? Est-ce que Logan, Jackson ou Jason, vous êtes en entreprise? Est-ce que vous avez déjà fait des stages dans des boîtes Oui, bien sûr. Moi, j'étais en stage chez Bernie, chez CGES. J'ai travaillé chez Bernie 1 mois et demi. J'ai fait un stage chez CGES. J'étais à Intersport. Ils savaient que tu étais branché aux compétitions au niveau? Ouais, bien sûr. Et ça leur, à mon avis, ça leur, ils comprenaient ton engagement. T'en as envie d'aller t'entraîner régulièrement? Bah oui, je pense. À ce niveau-là, je voudrais dire, si vous permettez quelque chose, c'est que Isabelle Courtier, qui est présente ici, est le lien direct entre les sportifs et les entreprises, de façon à ce que ça puisse effectivement bien s'équilibrer et que le projet de vie et le projet de vie professionnel soient en adéquation avec les souhaits des uns et des autres de continuer leur sport favori. Est-ce que je me trompe, Logan? Non, pas du tout. Je peux vous proposer d'en dire un peu plus en quelques mots, sans vouloir vous piéger. Mais... Alors moi, je suis assistante au parcours et projet de vie. Donc au sein de l'association, je suis du côté de la demande. Donc en fait, je suis rattachée à aucun établissement et je suis en direct avec les personnes qui me sollicitent. Et je travaille que sur la demande, sans aucune pression de l'institution. Donc moi, mes chefs, c'est eux. Voilà. Champion et chef. Et donc la souplesse, on l'a trouvée, elle est plutôt là, finalement. La souplesse, on l'a trouvée après. J'ai quand même des collègues qui sont souples et qui comprennent le projet, notamment Olivier et Laetitia. Je crois connaître. Olivier, éducateur à l'IME, et Laetitia, maîtresse, institutrice. et effectivement... Alors, donc j'ai un gros soutien de leur part, par contre. Hein. Olivier est ancien coach d'étain, je crois, si je ne me trompe pas, et à Metz maintenant au FCMS, pour les catégories jeunes, je crois, si je suis bien le parcours. Effectivement, ça peut aider d'avoir ces collègues-là dans l'effectif. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour, mais dis-moi. Moi, je souhaiterais qu'on donne la parole à notre président, parce que... Non, il faut quand même dire les choses comme elles sont. S'il n'était pas là, s'il n'avait pas cru, il y a 10 ans en arrière, à ce que nous avons mis en place, on n'en serait pas là aujourd'hui pour en parler. Donc c'est important de lui donner la parole, pas longtemps, mais au moins qu'on puisse le remercier. Parce que franchement, sans lui... je pense en fait qu'on est la seule structure en France qui permet ça. En fait. Oui. Aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, avoir autant de sportifs de haut niveau dans une structure, je pense que c'est unique en France. Ouais. Monsieur Coste, unique en France. Alors, je ne sais pas si on est unique en France, mais en tout cas, ce qui a donné l'élan, c'est le sport de haut niveau, c'est la résultante. L'idée de départ, c'est même au-delà du sport, c'est l'activité physique pour tous. C'est-à-dire que quelle que soit l'activité, que ce soit de la simple marche, que ce soit des jeux qui peuvent être beaucoup plus calmes, mais c'est de donner l'envie et la possibilité à l'ensemble des personnes que nous accueillons d'avoir une activité. Pour tout ce que l'on a dit cet après-midi sur le sujet, puisque ça permet d'ouvrir d'autres portes, de plugger d'autres compétences à partir de ces activités. Alors on a eu la chance d'avoir un entraîneur de très grande qualité, d'avoir des jeunes gens motivés
et qui motive les autres, parce qu'il y a aussi cet effet que l'on ne perçoit pas forcément. Il y a l'effet d'exemplarité. Et l'exemplarité des champions que nous avons là aujourd'hui, ils ne sont pas tous là et dans d'autres disciplines d'ailleurs. C'est aussi un exemple pour leurs copains, leurs copines. Et ça, c'est important. Donc je réitère, on continuera à soutenir le mouvement sportif dans toute sa dimension, ordinaire ou adapté ou para-olympique. Il n'y a pas de frontières strictes, puisque dans un certain nombre de clubs d'ailleurs, les entraînements se font sans différenciation et ça se passe très bien. Et le tout, c'est que ça se fasse, je dirais, dans le bonheur et dans la joie, et que chacun en retire son petit profit. C'est vraiment ça qui est important. Et comme le disait Colette, s'il y a des sections à ouvrir, à promouvoir, ça sera avec grand plaisir que l'on fera. Et on est vraiment, puisque le mot a été dit, dans le phénomène d'autodétermination, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système où on a un catalogue de sports et on dit voilà ce que vous pouvez choisir. On est dans un phénomène où chacun s'exprime en disant voilà ce que je souhaiterais faire, et nous on mettra les moyens qui sont possibles sur le territoire pour répondre à cette demande en accompagnement, en ouverture de portes sur les clubs. Et je pense que sur le territoire meusien, on a un dynamisme à ce niveau-là, que ce soit avec le comité départemental olympique et sportif, les différentes ligues, clubs. Je pense qu'on est très très bien inséré, intégré dans tout ce tissu pour travailler de manière en belle entente et de façon responsable sur tous ces sujets. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre engagement, à toutes et tous d'ailleurs. Dernière question pour conclure cette conférence-là. Objectif, c'est quoi? C'est Paris? C'est 2024? C'est pas Paris 2024 parce que c'est trop tôt. Moi, ce serait plus Los Angeles en 2028. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est de se qualifier pour c'est quoi? Les championnats du monde et d'Europe. Championnat du monde, c'est quand? C'est dans quelques mois? On n'a encore pas tout le calendrier. C'est à la fin de l'année? Ouais, c'est courant de l'année 2024. Okay. Bon, on vous suit de près en tout cas. Jackson, c'est quoi l'objectif? Los Angeles aussi? Ok, oui, c'est les comme Logan a dit. Et du coup, voilà. Tu t'y prépares quoi. Tu es toujours à essayer de garder tes records déjà? Tu es sûr de les garder? Enfin, non, tu n'es jamais sûr. Alors, oui, je suis sûr parce que là, j'ai changé de catégorie. Oui, je crois que j'ai changé de catégorie. Et là, je rentre chez les grands. Un peu plus grands. Chez les moins de 18 ans. Moins de 18 ans. Moi, je voudrais juste terminer en parlant de la générosité de nos sportifs. Je parle de Jackson, en l'occurrence, et puis aussi de Logan, d'autres qui ne sont pas présents. Parce que quand ils sont champions de France, qu'ils ont des médailles, et que vous vous trouvez, vous, en tant que présidente, à les applaudir, et qu'ils arrivent vers vous, ils enlèvent leur médaille et vous la mettent autour du cou en disant « tu la mérites bien, parce que toi, tu nages pas, mais t'es là ». Donc ça vaut toutes les récompenses du monde. Merci à vous. Ouais. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Et donc Jason, j'en ai pas parlé, mais effectivement, toi, c'est gardé pour la 3e année de suite ton titre. Et on sera là, on va te suivre de près. Alors, une petite question dans la salle, on a le temps. Non, c'est bon. Pour être aussi performants, s'ils avaient les mêmes soins que les professionnels du sport. Comment ils sont accompagnés en termes de médical, kiné? Au niveau médical, ils ont surtout un suivi quand ils sont en stage équipe de France. Donc ils ont un médecin qui les suit, un kiné, un psychologue, un préparateur physique. Mais quand ils sont sur Verdun, il n'y a pas forcément de kiné au quotidien. Ouais. Et ça, c'est des choses qu'on pourra peut-être mettre en place par la suite. Ça boucle avec une conférence qui avait lieu ce matin, effectivement, avec toutes les innovations dans le milieu de la santé et du sport. En tout cas, encore un grand merci à vous tous. Donc, Paul Caillé du comité paralympique et sportif français, Arnaud Tardy et Jackson, Logan et Jason, et Colette Ferron-Grenouillot du comité Meuse Sport Adapté. Encore un grand merci. Et puis, c'est la dernière conférence de la journée, mais je vous invite à vous amuser sur le village Terre de Jeux 2024. Bravo à tous.